Bonjour à tous, et la caméra est déjà plantée. Comment ça va sinon? Ravi des résultats? Bon, je réactive ça tout de suite. Ça va être encore un live de plantage de caméra. Ça doit être à cause de Windows 7. Je vous ai dit que j'étais sous Windows 7? Ça va finir par se savoir. Bonsoir de la Belgique, et ben vous au moins vous êtes tranquille. Enfin, j'imagine que vous avez aussi vos dégénérés locaux, mais au moins c'est pas Macron quoi. Alors bref, on va parler un petit peu vite fait de la présidentielle, parce que finalement l'essentiel est dit et a été dit déjà depuis 2017. C'est-à-dire qu'on se retape le duel Macron-Le Pen et il se finit exactement comme on l'avait prévu. C'est-à-dire qu'une table ou une chaise peut gagner contre Marine Le Pen et c'est à peu près ce qui se passe. La chaise Premier ministre, peut-être. Si Mélenchon a les voix, c'est bon, ça passe. L'homme qui a fait passer Le Pen de 33 à 41, non, quand même pas. Non, je pense que le ras-le-bol anti-Macron et sa politique d'extrême droite a fait en sorte que Le Pen ne soit pas aussi diabolisé qu'avant, ou ne paraisse pas aussi grave qu'avant, tu vois, alors qu'il y avait vraiment des conneries dans son programme. Donc ça va nous amener un petit peu aux 2-3 points que j'ai envie d'aborder, et on va commencer par celui-là, justement. Le Pen ne veut pas être présidente. Ça c'est quand même un truc que maintenant ses électeurs doivent intégrer, c'est une impasse. Cette dame ne sert à rien. Elle est là pour se présenter, pour passer à la télé, pour se faire taper dans le dos par Micheline du Nord, et ça s'arrête à ça en fait. Ça me sert à rien. On aurait pu se dire que sur un malentendu, tu vois, elle se dit il y a peut-être l'occasion effectivement de remporter l'élection, c'est maintenant ou jamais, je vais peut-être me sortir les doigts du cul. Et non, pas du tout. Elle a fait une campagne de premier tour finalement, pour être au second tour, avec ses petits bus. On va pas trop dans les médias, on fait pas trop de grands meetings, on va plutôt auprès des gens, on fait un truc un peu en sous-marin pour être peinard. On arrive au second tour, et là, plus rien. Et Macron, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lui, il a fait une campagne de second tour, parce que de toute façon, il était sûr qu'il était au premier, donc il n'en avait rien à foutre. Il n'a pas du tout fait campagne durant le premier tour en disant « Mais vous voyez, avec l'Ukraine, avec le Covid, j'ai plein de trucs à faire, oulala, je suis très occupé, hein, je n'ai pas le temps de débattre avec les troufions de base, hein, la démocratie ce sera pour plus tard. » Et puis, après les résultats du premier tour, il s'est trouvé une vocation pour aller parler aux gens, pour aller faire des meetings. Dans le meeting, c'était juste avant justement le premier tour. Après, je crois qu'il n'en a pas refait, mais il a fait la tournée des popotes, il était dans les médias partout. Il était partout. Et il continue pour les législatives, là. Et c'était marrant déjà aussi de voir sur BFM dimanche, où ils avaient fait tout un dispositif pour suivre Macron, tu vois. On peut plus faire campagne, normalement, dans les dernières 48 heures. Les partis, les candidats doivent fermer leur gueule. Et puis, il y a normalement un sens de la retenue à avoir pour précisément laisser les gens réfléchir par eux-mêmes, dans le principe, et laisser un peu le battage médiatique se taire. Et BFM TV, en fait, ils ont fait tout l'inverse. C'est-à-dire ils t'ont mis un mec devant le domicile de Macron, un mec sur une mobilette pour suivre la bagnole qui allait emmener Macron voter, un mec ensuite au bureau de vote, et puis des types apparemment tout le long, je sais pas, il y avait peut-être un caméraman au mètre carré. Ils ont suivi toute la journée de Macron qui allait voter, et quand est-ce qu'il va sortir, et quand est-ce qu'il va y aller, tout un tas de conneries comme ça. Et voilà, il embrasse les gens sur le chemin, il embrasse les petits-enfants, c'était de la merde. Mais ça dure 4 heures, et donc pendant 4 heures à la télé, le jour des élections, tu vois Macron, 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 Macron. Mais bon, la campagne est finie. A-t-il bien fait caca? Oui, effectivement. Qu'a-t-il mangé aujourd'hui? Et comment est-ce qu'il va s'habiller? Bref, passionnant. A l'inverse, quand Jean Lassalle met en scène son abstention devant les caméras, le jour du scrutin, ça entraîne l'annulation de son suffrage, mais aussi l'annulation du suffrage de toute sa commune. Oui, ça n'a aucun sens, c'est juste une forme de sanction. Et pendant ce temps, BFM et les autres chaînes d'infos en continu peuvent parler toute la journée d'un seul candidat, le jour du scrutin, sans que l'on considère que cela influence le vote des électeurs. Eh ben voyons. Et donc, tout ça pour dire que Le Pen, elle a fait une campagne de premier tour, elle a rien branlé au deuxième. Le deuxième, finalement, on l'a pas vu, on a vu que Macron. On a vu que Macron, et Le Pen s'est planqué dans un coin, soi-disant, pour travailler le débat, et c'était pas terrible, quoi, elle a rien foutu. Il était catastrophique, ce débat. On en avait parlé avec François Boulot, justement. Bon, elle est peut-être pas beaucoup aidée par un charisme inexistant, mais elle aurait pu travailler les dossiers, et ça se voyait qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis sur tout. Sur le pouvoir d'achat, c'était médiocre, on en a déjà parlé, mais sur l'Ukraine, sur l'histoire de son prêt russe, c'était pourri.
Et tu vois qu'elle a laissé dans son programme des dingueries qui ne passeront pas. Le coup du voile, l'interdiction du voile dans l'espace public, ça intéresse qui? Je veux dire, tu te fais juste éclater par tout le monde parce que c'est une imbécilité qui est absolument pas applicable, qui est proprement discriminante parce qu'il s'agit d'interdire un seul symbole religieux dans l'espace public mais pas les autres. Donc, pourquoi est-ce que celui-ci serait grave et pas les autres? Puis faut juger des intentions des gens. Comment tu vas faire la différence entre ceux qui ont un voile par coquetterie, genre ta grand-mère, tu vois, et puis celles qui l'ont pour des motifs religieux? Tu vas faire quoi? Tu regardes la couleur de peau des gens? Comment ça se passe? C'est inapplicable. Tu peux même pas faire passer la loi parce qu'elle passe pas dans la Constitution. Ah, c'est une débilité complète. Ça ne sert à rien. Ça sert juste à se faire casser la gueule au second tour et à ne surtout pas avoir le vote des mélenchonistes. Peut-être pouvaient se dire, quitte à avoir quelqu'un d'extrême droite, tu vois un peu la réflexion que j'avais, quitte à avoir quelqu'un d'extrême droite, autant dégager Macron, tu vois. Puis comme Le Pen c'est un pistolet à un coup, au moins on en est débarrassé. Bon. Mais il y en avait vraiment qui pouvaient pas viscéralement voter Le Pen encore, parce qu'il y avait des dingueries dans le programme, notamment cette histoire du port du voile, enfin de l'interdiction du port du voile, et puis aussi le truc sur les flics, voilà, la présomption de légitime défense pour les policiers. Et donc tu dois prouver que tu n'as pas agressé le policier qui t'a éclaté la gueule. Donc en gros, tu vas devoir te balader avec une dashcam en permanence. C'est évidemment la porte ouverte à toutes sortes de dérives, et pas seulement dans les manifs, hein, dans les banlieues ou même dans la vie quotidienne. Donc voilà, tu peux pas mettre ça dans ton programme et ensuite dire on va faire l'union nationale avec la gauche et puis tous les populistes de droite et de gauche, hein, on va tous voter pour le même candidat, ça va bien se passer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, donc voilà l'un des points que je voulais aborder avec vous, c'est que Le Pen poubelle maintenant. Faut arrêter de nous faire chier avec ça. C'est Dalida, elle est dans un délire à la Dalida, elle veut passer dans les médias, elle veut de l'attention, tu vois, elle veut l'attention de Madame Michu, elle veut des petites voix, elle veut la petite paye qui va bien. Elle veut le poste de députée pour rien foutre, parce que la plupart des gens pensent que Marine Le Pen est députée européenne, tu vois, ils en sont toujours arrêtés là. Et ils ne savent pas que Marine Le Pen, ça fait 5 ans qu'elle est à l'Assemblée nationale, elle a rien branlé. Alors c'est vrai que le FN n'a pas de groupe parlementaire, ce qui limite les possibilités d'intervention, d'amendement, etc. Mais quand même, je veux dire, même... comment il s'appelle, putain? Le roi Jean Lassalle, effectivement, on se souvient plus de lui à l'Assemblée nationale que Le Pen. Et le mec est tout seul, je crois. Lui non plus, il a pas de groupe parlementaire, donc tu vois, t'as pas d'excuses. Je voudrais faire le point boomer, le petit point boomer, Orpea Stonks, tout ça. Donc on a vu un renforcement des cotons-tiges se déplacer aux urnes. Ils iront bientôt la remplir sous forme de poussière. Mais avant ça, ils votent. On espère tous effectivement une belle canicule cet été, un petit coup de chaud plus Covid. Il y en a qui ont investi dans Orpea. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Non mais bon, 71% des vieillards qui votent En Marche. Oh là là, c'est la décadence, hein. En fait, ils ont fini leur vie. Ils ont passé l'âge d'avoir le goût du désordre, et ils ont plus à perdre qu'à gagner, à se lancer dans des aventures. Donc, ils sont pour la continuité, mais ils se trompent. Ils se trompent et ils vont se faire éclater maintenant par l'inflation. Ils vont se faire éclater par la hausse des prix des carburants. Et ça a commencé, hein, dès le lendemain de l'élection. Coucou, plus 6 centimes sur la facture, sur le litre de gazole. Merci Macron. Donc là, les petits chèques vont continuer jusqu'aux législatives. Et puis, à partir de l'été, je pense qu'ils vont laisser passer l'été, tu vois, pour que les gens ils aillent consommer, ils partent en vacances, etc. Et puis, à partir d'août, il faudra commencer à rembourser. Puis on va te ressortir la 4e dose, le pass sanitaire et tout le tintouin. C'est mon pronostic pour l'instant. Donc voilà, les vieux vont se faire éclater. Et comme je le disais, ils ont voté pour Macron, qui est le candidat qui avait eu la plus faible réaction au scandale Orpea, et on l'a encore vu pendant le débat, parce que le mec a quand même réussi à dire qu'il fallait pas critiquer les entreprises privées. Je vais vous ressortir la phrase parce que je l'avais notée. Voilà, il disait « Il faut plus de contrôle, c'est vrai, mais il ne faut pas jeter l'opprobre sur le service privé, sur le système privé. Faut pas critiquer les entreprises, c'est mal, ça fait planter les webcams, tu vois. » Et donc les boomers ont voté pour une fin de vie de merde, dans un EHPAD Orpea privé où ils vont payer extrêmement cher, ils vont devoir vendre tous leurs biens pour payer une demi-biscotte et puis un changement de couche tous les 4 matins. Ça va être génial. Donc on va peut-être passer sur Orpea Stonks. Le cours est pas folichon, hein. Ah si, tiens, c'est reparti. Donc Orpea Stonks, à la base, c'est quand même une plaisanterie, mais il y a un côté sérieux. Parce que si effectivement tu refais décoller le cours à plus 600%, tu peux envoyer un petit signal aux boomers en leur disant, voilà,
Vous avez voté quand même pour une société qui n'est pas très positive, qui est plutôt cynique, qui consiste quand même à gagner du fric sur l'exploitation des plus faibles. Et je sais pas si vous avez bien réfléchi. Mais bon, d'un autre côté, c'est une action qui confirme la retraite par capitalisation. Donc quelque part, ça confirme un peu la politique de Macron. Et puis, ça donne du grain à moudre à la spéculation et aux trucs de marché financier sur lequel, sur cette chaîne, nous sommes plutôt critiques d'habitude. Donc la blague est bonne. Après, de là à le faire vraiment, c'est un peu moyen au niveau de la morale, tu vois. En fait, il faudrait que ça marche vraiment. Il faudrait être sûr qu'il y a assez de gens avec assez de capital pour le faire. Et je pense que ce ne sera pas le cas pour différentes raisons. À commencer par le fait qu'on n'est pas dans la situation de GameStop. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, on peut pas faire un GameStop pour Orpea parce que c'est pas la même situation. GameStop, c'est une boîte qui rappelle la nostalgie à toute une frange de la population, à toute la population des gamers aux États-Unis. Et cette boîte est plus ou moins en train de couler parce que le modèle économique est vieillissant. Et il y en a qui ont donc vendu à découvert cette action pour parier sur la baisse, en fait, pour parier sur la faillite et la fin des haricots de GameStop. Et certains se sont amusés à dire, bah non, en fait, on va aller soutenir le cours, à bas le capitalisme, tu vois, à bas les requins, à bas les fonds de pension, on va niquer leur position en rachetant en fait le cours, en le faisant monter, on va leur faire perdre des milliards. Et ce truc-là, en fait, il n'y est pas sur Orpea. Tu peux pas jouer le pot de fer contre le pot de terre. Tu peux pas jouer le combat contre le système financier. T'es juste là, en fait, pour punir les vieux, qui sont pas toujours responsables de la situation, parce que même s'ils sont majoritaires à avoir voté Macron, donc ils étaient 41% à avoir voté Macron au premier tour, et puis là, ils sont quand même 71%. Mais il y en a un tiers qui a compris. Et je me dis, j'ai pas trop envie de vous encourager à claquer de la thune dans ce truc-là, parce que si ça marche pas et que ça tombe, et que ça baisse, les gens vont m'en vouloir. Et puis je préfère vous soutirer du fric pour une cause plus juste, pour un projet plus intéressant, que simplement faire un petit truc qui est plutôt basé sur un mauvais sentiment et un sentiment de mauvais perdant, quoi, quelque part. Donc en vrai, la blague est drôle, le principe est drôle, tu peux envoyer ça dans la gueule d'un boomer quand tu discutes avec lui au repas de famille du dimanche, mais le faire vraiment, je pense que ça marcherait pas trop en fait. Il a fait prout, bah ouais. Ça fait pchit plutôt. Les résultats outre-mer, oui effectivement. Les résultats outre-mer, ça va être compliqué de les taxer de fachos ou de nazis ou de suprémacistes blancs. Hein. Peut-être qu'ils s'ignorent. Les outre-mer, tu as un renversement complet des résultats de 2017. Ils avaient fait 70% pour Macron, et là ils ont fait 60-70% pour Le Pen. Donc, visiblement, le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, ça n'a pas trop plu dans les îles. Ouais, il y a aussi eu beaucoup d'abstention apparemment. Bah en fait, au niveau du déclassement, tu as les centres-villes qui se mettent bien, tu as la banlieue qui est subventionnée parce que c'est les larbins des centres-villes, tu as la France périphérique, comme on dit, tu sais, la ruralité qui est plus ou moins abandonnée, plutôt plus que moins. Et puis alors tu as les outre-mer, ou alors là, les mecs, ils savent même plus la situer sur une carte. Macron pensait que la Guyane était une île, Manuel Valls pensait que la Réunion était dans le Pacifique, cette petite île du Pacifique. Ils en ont plus rien à foutre. Ah, le bug technique de France 2 avec l'annonce des scores des présidentielles. C'est un bug technique. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est un faux sujet. Il y a tout un tas de gens qui se sont, comment dire, monté le bourrichon autour de cette histoire. Mais voilà, faut pas exagérer ce truc. Les gens, comment dire, ils ont envie de voir une porte de sortie au drame humain qui s'est joué dans cette élection, la réélection de Macron face à Le Pen. Donc voilà, tous les soutiens de Le Pen se disent « Ah, en fait, ça a été truqué, on a une preuve, et puis ils se raccrochent à ce truc-là. » Bon, c'est un biais de confirmation. Parce qu'ils ne voient pas que 99% des gens qui ont annoncé les résultats ont annoncé des chiffres cohérents et justes. En fait. Ils sont ensuite confirmés par le ministère de l'Intérieur. Et tu as un truc, à France 2, où ils ont publié des chiffres différents. Quel est le truc le plus probable? Que tous les autres mentent ou que France 2 soit planté? C'est le stagiaire qui s'est planté, voilà. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Et puis ça fait partie un peu des débats inutiles, parce que quand bien même tu aurais des trucages ou des trucs douteux, il faudrait vraiment quelque chose d'énorme pour invalider un scrutin. Surtout avec un écart pareil. Je veux dire, t'aurais une centaine de voix d'écart dans le décompte officiel. Là, effectivement, la moindre fraude te fait basculer une élection. Mais là, on est sur
4 millions de voix de différence. Donc bon. Trump 2, le retour, ouais, c'est ça. Donc un petit mot quand même sur la réaction de la gauche. La gauche de Mélenchon. C'est pas n'importe laquelle. C'est celle qui vote Macron. Tiens, je crois d'ailleurs que j'ai les résultats ici. Sur Elucide, excellent site, hein, abonnez-vous, c'est Olivier Berruyer, c'est de la qualité, etc. Donc, on a normalement, si je me souviens bien, les reports de voix de Mélenchon, qui ont voté à 42% au second tour pour Macron, 13% Le Pen, et 45% d'abstention. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Je pensais qu'il y aurait plus de votes Le Pen parmi les mélenchonistes, mais on voit vraiment que les thèmes dont on a parlé tout à l'heure, sur le port du voile, et puis la présomption de légitime défense pour les flics, a vraiment pesé, et a empêché vraiment les électeurs de Mélenchon de voter Le Pen. Oui, Mélenchon a appelé à voter Macron, mais les gens font pas forcément ce que Mélenchon lui disent de faire, quoi. Donc là, il y a apparemment 13% de dissidents qui ont vraiment pas fait ce que Mélenchon voulait. Parce que pas une voix pour Le Pen, ça pouvait dire aussi abstention. Donc il y en a quand même pas mal qui y sont pas allés. Mais il y a encore 42% de castors. Ça m'a un peu fait rire la réaction de la gauche. Parce qu'avec son truc de troisième tour, Mélenchon les a décomplexés du vote Macron en disant « vous en faites pas, il y a un troisième tour, votez contre Le Pen, c'est pas grave. » Et on va éclater Macron aux législatives. Et le truc drôle qui était le soir du premier tour, c'est de voir tous les mélenchonistes mettre leur petit tweet de courageux « Macron démission ». Ils votent pour lui, et au soir du premier tour, ils reprennent, tu sais, leur petite dignité, ils s'achètent une dignité en carton, en écrivant « Macron démission, hein, vous avez vu, on fait opposition, on a voté pour lui, mais pas pour sa politique. Hein. Et on va le combattre maintenant pendant 5 ans, sur Twitter, en écrivant « Macron démission ». En majuscule, parce qu'on est des dingos. Oh, c'était ridicule, syndrome de Stockholm, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment ridicule, que c'est un courage de pleutre, enfin tu fermes ta gueule, quoi. Et effectivement, ils ont voté Macron sur une promesse de troisième tour aux législatives. Il n'y aura jamais une majorité de la France insoumise aux législatives. Parce que de toute façon, ils peinent à dépasser 20% à la présidentielle. Et après, tu as des élections locales. Enfin oui, les législatives, c'est des élections locales, mais nationales. C'est-à-dire que tu votes. Enfin, pas toujours pour des partis, tu votes pour les personnes qui se présentent souvent. Donc les élections législatives, avoir un groupe, ça dépend déjà de l'ancrage local de ton parti, et puis ça dépend aussi de ton caractère extrémiste ou pas. Parce que tu vas te retrouver avec des seconds tours, genre En Marche, Rassemblement National, En Marche, Union Républicaine, et si tu n'as pas une réserve de voix au second tour, des lepénistes qui votent pour les mélenchonistes et inversement, ben, tu te retrouves avec En Marche, qui est élu par défaut parce qu'on veut pas le candidat extrémiste, tu vois. On veut pas le candidat d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc on en revient finalement à ce problème de la fusion des deux électorats populistes qui doivent quelque part, si ça se fait pas au niveau des têtes et des cadres du parti, se faire au niveau du peuple, de se dire, ben, on vote comme on veut au premier tour, mais c'est tout sauf Macron au second. Quel que soit le candidat, même si c'est pas mon bord politique, même si le type est un connard ou un pourri ou je sais pas quoi. Et si tu n'as pas un fort mouvement dans le pays de tout sauf Macron aux législatives, ça va être le raz-de-marée de toute façon, ça va être le raz-de-marée En Marche, par défaut. Parce que leurs électeurs se mobilisent, et pas les électeurs des autres qui ont pris une tôle et voilà, ils en ont marre, etc. Et puis de toute façon, ils votent pas pour les uns pour les autres au second tour. Donc tu as par défaut En Marche qui se fait élire parce que ces électeurs se déplacent et parce que tu as une forme de barrage en fait aux extrêmes dont ils profitent encore. Donc ouais, là les larmes des insoumis vont être délicieuses et tu peux repérer les types qui n'ont pas trop de culture politique et qui sont là à fond. Troisième tour avec Mélenchon, hein. Allez, une petite majorité pour le Méluche Premier ministre. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que c'est de la merde. Il y a Regard qui a publié un embryon de gouvernement mélenchoniste. Je vais vous montrer ça. Et vous allez voir pourquoi en fait les gens ont peur. Pourquoi les gens ont peur du vote Mélenchon. Donc là on est sur regard.fr. Voilà, on te met Jean-Luc Premier ministre. Et t'as deux, trois dingueries qui sortent. Bon, alors je les connais pas tous, donc je vais pas forcément leur taper dessus, mais Alice Coffin, ministre de l'Enfance et des Familles. Ça inclut les pères de famille ou ça passe peut-être pas ça. Hein. Putain, la famille selon Alice Coffin, ça va être quelque chose. Ministre de l'Enfance et du Matriarcat peut-être. Ça passerait mieux. On a Philippe Poutou au service public, donc ça c'est vraiment de la politique fiction. Hein. Besancenot au travail. C'est presque un slogan.
Bon, il était syndicaliste à la Poste et le mec, il travaillait seulement quand les caméras étaient là, tu vois, pour montrer le métier de postier. Diallo à la justice. On en parle ou... Moi, je regarde ça de loin en général. Hein. Les trucs, les délires sur l'inclusivité, sur, je sais pas quoi, le racisme anti-blanc ou anti-noir ou anti tout ce que tu veux. Tous ces trucs-là, moi, je regarde ça vraiment comme un divertissement. Je suis au zoo. C'est pour ça que j'en parle pas sur ma chaîne, d'ailleurs. Il y en a assez qui en parlent de ces trucs-là. Des dérives du progressisme. Donc je suis ça de loin, mais j'en sais suffisamment pour savoir que Diallo à la justice, c'est quand même une sacrée blague. On a Manon Aubry. Alors ça c'est drôle par contre, ministre des comptes publics et de la justice fiscale. Vous allez vous réveiller, hein, rassurez-vous. C'est pas un vrai gouvernement, c'est de la politique fiction. Les législatives ne sont pas encore terminées, rassurez-vous. Donc Manon Aubry à la justice fiscale. Elle va nous faire une petite liste des listes noires des paradis fiscaux. Et ça va s'arrêter là. Je vous rappelle mes vidéos sur les listes noires des paradis fiscaux à l'Union Européenne, tout ça. On voyait comment Manon Aubry, finalement, elle se donnait des grands airs de, comment dirais-je, de révolutionnaire, de maquisard contre l'évasion fiscale. Et en fait, il n'y avait rien derrière. Elle te faisait, si je me souviens bien, un amendement sur un texte de loi consultatif, un espèce d'avis comme ça, tu sais, rendu par le Parlement européen, qui n'avait aucune valeur, qui était consultatif, pour faire un truc qui sert à rien, qui s'appelle une liste noire des paradis fiscaux. Elle fait un amendement sur un truc consultatif qui ne sert à rien, même si c'était pris en compte. Et donc elle faisait des vidéos comme ça sur Facebook, sur YouTube, pour dire on est en combat, nous sommes en lutte contre les paradis fiscaux, on est en train de travailler dur au Parlement européen, de se battre pour mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales, qui est une vraie honte, etc. Soutenez-nous. Et en fait, c'était de la merde, ça n'avait aucun sens, et ça ne pouvait aboutir à rien. Voilà, c'est pour donner l'impression de travailler. C'est ça, c'est son fonds de commerce. Sandrine Rousseau, ministre de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, au moins, c'est une personne qui nous fera regretter Bruno Le Maire. Parce qu'elle est déglingo sur l'économie. Bon, c'est pas terrible. Moi, je trouvais qu'il y avait plus de personnes de qualité auprès de la France Insoumise que dans l'entourage de Marine Le Pen, qui est vraiment une start-up familiale. On en sauve quand même plus que s'il fallait faire un... Putain, il faudrait faire l'équivalent pour Le Pen. Montrer un petit peu les gens qui sont autour d'elle, les gens qui ont des postes de cadre dans le Rassemblement National, qui ont des postes d'élus, qui sont susceptibles d'être ministres, pour voir un peu ce que serait la gueule d'un gouvernement Le Pen. Et je pense que là, tu te barres, quoi. Un gouvernement second degré, bah, pas franchement, enfin, je sais pas. C'est des gens probables. Ils seraient peut-être pas au ministère où ils sont indiqués, quoi. C'est un truc de politique fiction. Mais voilà, quoi, regard.fr. Oui, voilà, la liste sort de regard.fr. Jean-Luc Mélenchon veut imposer une cohabitation à Macron. Nous avons essayé d'imaginer ce à quoi ressemblerait un gouvernement construit sur la base d'un accord programmatique avec l'ensemble des sensibilités de la gauche et des écologistes. Alors ça, déjà, c'est cuit. C'est cuit, c'est compromis, parce que Jadot, il a dit... il a queené. Il a queené. Jadot, qui est ici un ministre de la francophonie et des Outre-mer. Le gros traître pro-Union européenne, ministre de la francophonie. Bref. Jadot, je l'ai vu comme ça, en coup de vent, qui était sur France Inter, réagir justement à cette proposition d'union nationale et d'union de la gauche pour les législatives. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a refusé en disant qu'il s'agissait pas vraiment d'une alliance, il s'agissait de se mettre à la remorque de Jean-Luc Mélenchon, et ça le dérange. Ça le bloque, ça le frustre dans ses affects. Il a dit précisément que ça pouvait pas se passer comme ça, en gros, parce qu'il fallait respecter les identités de chacun. Est-ce que vous trouvez ça pas drôle que Jadot, la gauche européiste, etc., t'explique qu'il faut respecter les identités de chacun? Donc pour son parti, respecter les identités, ça marche, mais quand il s'agit de parler d'immigration, là c'est un truc de facho, et quand il s'agit de critiquer l'Union européenne et la dissolution de la France dans le projet fédéraliste, le respect des identités de chacun au sein de l'Union européenne, bah là il n'y a plus personne, là tout d'un coup il trouve que c'est un truc de facho replié sur soi. Est-ce que vous trouvez pas ça ironique quand même? Il a aucun charisme et il parle d'identité. Mais oui, au bûcher, Jadot. Jadot qui se fait moquer par la gauche parce qu'il est jamais redescendu de sa victoire aux européennes. Tu sais, c'est écrit Europe, écologie, les Verts dans le truc, les gens... Allez, on vote pour l'Europe, on met le bulletin ELV dans l'urne. C'est d'ailleurs les seuls qui se déplacent aussi, parce que tu as une abstention énorme. Et du coup, les électeurs de ELV qui adorent l'Europe, etc.,
Ils vont voter aux européennes parce qu'ils aiment l'Europe, et du coup ils se retrouvent avec des scores importants. Et à chaque fois le mec prend la grosse tête, il se prend pour le premier parti d'opposition de France. Alors qu'en fait tout le monde vote Macron hein, dans son parti. Si on reprend les reports de voix, ouais voilà, 64% pour Macron au second tour, 29% d'abstention, ça c'est les gens qui sont partis en vacances, 7% Le Pen. Franchement les gars, votez directement Macron au premier tour, hein, de toute façon c'est pareil. On va terminer sur un détail amusant que j'ai remarqué au montage. L'électorat de Jadot est davantage Macron compatible que l'électorat de Pécresse. Il faut peut-être arrêter de vouloir faire l'union de la gauche avec EELV, dont l'électorat préférera toujours voter pour une ligne Macron plutôt qu'une ligne Mélenchon. Rapprochez-vous plutôt des Républicains. Visiblement, ils sont plus sceptiques sur le Macronistan que les écolos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre aussi sur Twitch. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur notre boutique zoneartisanale.com. À la prochaine.